j'ai envie de savoir un truc, parce que c'est vrai que c'est un ton aussi différent dans Touche pas mon poste. Est-ce que, lorsque vous êtes hors des caméras, vous êtes plutôt sympathique l'un envers l'autre? Est-ce que vous parlez d'autre chose que de politique? Ou est-ce que, même avant là, de rentrer sur le plateau, vous étiez déjà dans le débat, dans l'affrontement, Jordan? Je pense qu'il y a un respect mutuel. Je pense qu'il y a une conscience générationnelle aussi qui fait que, je ne parle pas à votre place, mais d'avoir sur le dos la responsabilité de la parole du gouvernement et la mienne, celle de l'opposition, fait qu'on a, à mon avis, très vite grandi et qu'on comprend un peu qu'on a peut-être moins le droit à l'erreur que nos aînés. On est d'accord sur quasiment rien sur le fond, mais ça n'empêche pas de se respecter en tant que personne. Vous avez déjà déjeuné ensemble? Non. C'est prévu, on se croise. C'est notre 4e débat ensemble. On se croise évidemment avant de rentrer sur le plateau, etc. On n'est pas obligé de se taper dessus quand même. Merci à vous deux d'être là ce soir. Alors on est maintenant à quelques heures de l'échéance qu'on attendait depuis longtemps, donc cette élection et la fin de ce deuxième tour. Alors est-ce que Emmanuel Macron va être réélu? Est-ce que Marine Le Pen va être élue pour la première fois? Déjà, je voudrais revenir sur la campagne. Pour vous, c'est vrai qu'il y a eu 2 campagnes différentes. Marine Le Pen, elle a fait une campagne sur le long terme. Emmanuel Macron était le président sortant, donc forcément, c'est toujours plus compliqué parce qu'on ne sait pas à quel moment on va annoncer sa candidature, de quelle façon. Et puis, il y a souvent des gens qui disent, dès qu'il annonce sa candidature, c'est qu'il n'est plus sur les affaires courantes parce que ça continue quand même, le travail de président continue. On a l'impression, Gabriel Attal, que Emmanuel Macron, il s'est dit, je vais faire 1 mois, vraiment même 3 semaines à fond, vraiment. Et là, c'est vrai qu'on l'a vu à un moment partout, on le voyait nulle part. Et là, après, il a tout fait. Pour vous, est-ce que c'était la bonne stratégie de campagne, et de se présenter assez tard, de dire assez tard qu'il allait être candidat. D'ailleurs, il l'a même pas fait à la télévision, il l'a fait dans la presse. Pour vous, c'est ce qu'il fallait faire? Mais je pense qu'il a simplement pas eu le choix. C'est vrai que Marine Le Pen, elle a déclaré sa candidature, je crois, pour la première fois il y a 2 ans, au moment des municipales. Elle n'est pas aux affaires. Emmanuel Macron, il est président de la République. Et moi, je suis sûr que s'il avait déclaré sa candidature plus tôt, il se serait fait critiquer. On leur a dit quoi? Vous déclarez votre candidature en pleine 5e vague du Covid? Vous n'avez pas plutôt à vous occuper du Covid? Puis après, on leur a dit quoi? Vous déclarez votre candidature au moment où démarre la guerre en Ukraine? Vous ne devez pas plutôt vous mobiliser face à la guerre que mène la Russie à l'Ukraine? Donc il l'a fait au moment où il a pu, c'est-à-dire, oui, assez tard, parce qu'il est président sortant. Et d'ailleurs, tous les présidents sortants qui se sont représentés l'ont annoncé très tard parce qu'ils ont cette charge, cette responsabilité de président de la République. Et moi, je pense que ce qu'attendaient les Français, c'est qu'ils soient à la manœuvre jusqu'au bout. Jordan, vous, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la campagne d'Emmanuel Macron? Alors moi, Marine a commencé très tôt sa campagne parce qu'il y avait beaucoup de sujets à aborder et qu'on partait à cette élection pour la gagner. C'est ce qu'on compte faire dimanche. Donc on a commencé effectivement très tôt à faire beaucoup de réunions publiques, à aller sur le terrain. Et vraiment une campagne loin des grandes villes, dans les campagnes, au cœur de ce qu'on a très longtemps appelé la France des oubliés. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est en fait le refus d'Emmanuel Macron quasiment de faire campagne avec quand même la volonté d'enjamber l'élection. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu débattre avant le premier tour, pas de débat. C'est-à-dire que lui, Jupiter est là-haut, il regarde le peuple s'affronter en bas, puis il prendra éventuellement le survivant, il prendra le gagnant pour le second tour. Ça m'a beaucoup gêné. Le Covid et l'Ukraine ont quand même été... c'est des éléments très importants, mais un peu une excuse, parce que le Covid, au mois d'octobre, novembre, décembre, ça n'empêche pas de débattre d'autres sujets. Et l'Ukraine est venue très très tard dans la campagne présidentielle. Donc Ukraine ou pas Ukraine, en fait, on savait qu'Emmanuel Macron allait attendre le dernier moment pour se déclarer, et en fait se déclarer le plus tard possible. D'abord, je trouve que c'est un manque de respect pour les Français, pour la démocratie, et surtout pour les autres candidats, qui sont au même niveau qu'Emmanuel Macron. Il est peut-être président, mais quand il se représente, il est candidat. Et puis surtout, en fait, ça permet d'éviter de parler du bilan. Ça permet d'éviter de parler des gilets jaunes, de la mobilisation contre la réforme des retraites, du climat, de la sécurité, du pouvoir d'achat. Ça permet en fait de fuir tous les sujets vous en parlez, là, et de ne pas les assumer avant le premier tour. Mais juste, Jordan Bardella, là, vous en parlez. Pourquoi vous auriez dû faire alors le débat. Marine Le Pen ne lui en a pas parlé pendant le débat? Vous auriez dû faire le débat à la place de Marine Le Pen. Pourquoi il n'y en a pas parlé? Parce que, en fait, Marine Le Pen, elle a fait un choix qui était celui de parler d'elle et de son projet. Alors oui, c'est pas un match de boxe, ça c'est vrai, c'est pas un match de boxe. Elle n'est pas allée critiquer Emmanuel Macron.
ça, les Français, je pense, le connaissent. Mais elle avait vraiment fait ce choix. C'est une stratégie qu'on assume. C'était de dire, je veux que dans les 2h40 qui me sont imparties, avec le nombre de sujets, que les Français puissent se dire à la fin du débat, voilà ce qu'elle va faire pour la France et voilà les mesures qu'elle va mettre en place. C'est un choix. Alors certes, c'est peut-être pas sensationnel. Peut-être que vous auriez aimé un peu plus de combat, etc. Moi, je trouve que c'était un débat extrêmement clair où on voit les deux projets de société et où on peut se dire à la fin du débat, voilà ce que l'un ou l'autre va faire pour le pays et pour les Français. Mais il y a eu les meetings aussi. Il y a eu la possibilité d'avoir les meetings pour parler justement du fond du programme. Et là, le débat permettait justement d'aller un peu plus large. Sauf que si vous me permettez, généralement dans les meetings, vous parlez à vos militants. Donc là, vous parlez plus du bilan et à la télé, vous avez plus de gens qui ne votent pas pour vous. Donc il faut aller les convaincre. Jordan Bardella, juste, il y a eu les autres émissions, parce qu'il y a eu les émissions de France 2, il y a eu Face à Baba qui a fait... et qu'il n'a pas voulu faire. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des rendez-où où elle a pu exposer quand même son débat. Là, c'est vrai que sur le débat de l'entre-deux tours, on s'est dit... C'est vrai qu'on n'a pas posé des questions sur les gilets jaunes, sur les masques. Vous auriez dû faire le débat alors. Bah oui, j'aurais dû. Ouais. Non, mais les thèmes n'ont pas été imposés par les candidats ? Si, mais en fait, peut-être on aura l'occasion de parler, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de thèmes et peu de temps. Donc en fait, quand vous avez 10 minutes sur le pouvoir d'achat, vous n'avez pas le temps vous dites, voilà, en 10 minutes, voilà ce que je vais faire, voilà ce qu'Emmanuel Macron va faire, et ensuite les Français choisissent. Mais après, le bilan, je pense que les Français le ressentent. Les Français ressentent qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à boucler leurs factures. Ils ressentent qu'il y a une situation d'insécurité qui est partout dans le pays. Ils voient bien que les femmes, aujourd'hui, quand elles sortent, elles sont contraintes de se retourner pour voir si elles ne sont pas suivies, parce qu'il y a une insécurité qui touche aujourd'hui toutes les villes de France, que les gens ont de plus en plus de mal aujourd'hui dans certains territoires à trouver un médecin. Donc en fait, le bilan d'Emmanuel Macron, ils le vivent au quotidien. La politique de Macron sur les 60% de taxes sur les carburants, ils le vivent au quotidien. Donc nous, on vient leur dire, voilà ce qu'on va faire à la place, voilà ce qu'on va faire concrètement pour répondre à vos attentes. Et c'est la stratégie qu'on a utilisée pendant le débat. Gabriel Attal, vous. Non, mais le Rassemblement national, il fonctionne beaucoup par des slogans, par des attaques. Et moi, je pense que si Marine Le Pen a été sur la réserve de ce point de vue-là dans le débat, c'est parce qu'elle savait très bien qu'elle aurait en face la contradiction du président de la République qui aurait pu lui répondre. Il nous explique à longueur de plateau ou dans les meetings que ça a été un quinquennat de casse sociale. La réalité, c'est quoi ? C'est que le quoi qu'il en coûte qu'on a fait pendant le Covid, c'est la plus grande politique sociale qu'on a connue ces 10, 20, 30, 50 dernières années. Il nous explique en permanence qu'on abandonne les services publics, le Ségur de la santé, 30 milliards pour l'hôpital public. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de notre pays. Ils expliquent, on le voit là, que tout ce qui se passe dans le pays, ça serait de la faute d'Emmanuel Macron, les 60% de taxes. Il y a eu une légère augmentation en 2017 qui avait été annoncée pendant la campagne. Mais légère pour les gens, c'est beaucoup. Depuis, il n'y a pas eu d'augmentation, tout a été gelé. On a même fait des mesures qui sont plus efficaces que celles qu'ils proposent pour faire baisser la facture des Français. Donc la réalité, c'est que Marine Le Pen, elle est bien obligée de reconnaître, et je crois que c'était un des enseignements de ce débat, que le bilan, il a permis des avancées très concrètes pour les Français. On a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré, qu'on a eu des progrès aussi sur le réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique, sur le pouvoir d'achat. Et donc, je ne dis pas que tout a été parfait. Je dis juste que c'est facile quand on est dans un meeting ou sur un plateau télé de balancer tout et n'importe quoi, toutes les attaques possibles, mais à un moment, quand on est dans un débat face au président de la République, ça devient plus difficile d'argumenter. Gabriel Attal aussi. On a l'impression que le président, il a attendu la fin du premier tour pour se dire « ça y est, maintenant, je suis écolo à fond ». C'est vrai ou pas du tout? Non, on est écolo depuis le début. Il n'en parlait pas du tout avant le premier tour. Et là, entre les deux tours, j'avais l'impression que c'était dans son programme avant le premier tour. Oui, j'avais l'impression que là, c'était Yannick Jadot. C'était son programme avant le premier tour. Non, mais d'abord, on a fait beaucoup ces 5 dernières années sur l'environnement. La France, c'est le premier pays au monde qui a interdit la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur son sol. On a financé 10 000 km de pistes cyclables. On a fait une loi qui interdit le plastique à usage unique. On va plus vite que tous nos voisins européens. On a rénové 700 000 l'an dernier logements de Français. Non, mais je dis juste ce qui a été fait. Et je vais dire ensuite. Mais on sait que lors du premier tour, il a eu une petite carence sur les plus jeunes. Et on se dit, il a abordé des sujets de l'écologie, ça parle aux plus jeunes. Les voix de Jean-Luc voilà, donc il a été chercher les voix de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est important pour moi de dire ce qui a été fait. On a baissé les émissions de CO2 en France de 12% sur le quinquennat qui vient de s'écouler. C'est 2 fois plus que dans le quinquennat d'avant, où pourtant les écolos étaient au gouvernement. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Ensuite, évidemment, quand vous avez un premier tour, que vous avez une partie des jeunes notamment qui envoient un message en votant pour un candidat parce qu'ils considèrent qu'il est plus investi que les autres sur la question de l'environnement, c'est normal de dire que vous entendez ce message. Ça me semble même plutôt sain démocratiquement de dire voilà, il y a eu un premier tour, il y a des résultats qui placent assez haut certains candidats qui avaient mis la question de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique
très en avant. Et ben j'en tiens compte et effectivement il va falloir qu'on fasse plus fort et plus vite sur ces questions-là. Je trouve ça plutôt sain et je trouve ça sain d'entendre le message des électeurs et notamment des jeunes. Le problème, c'est que les Français ne le ressentent pas comme ça. C'est-à-dire que le président a tout fait pour fuir les débats et il arrive au second tour en expliquant que tout va bien, on a fait. Sauf que les Français ne le ressentent pas comme ça. Et une grande partie des crises qu'on a eues pendant le quinquennat, c'est Emmanuel Macron qui les a déclenchées. Il faut se rappeler que le mouvement des Gilets jaunes, c'est lui qui le déclenche. D'abord parce qu'il augmente, et vous l'avez rappelé à demi-mot quand il arrive à la tête de l'État, les taxes sur les carburants. C'est-à-dire qu'il y a des millions de Français aujourd'hui... Il y a les 80 km/h. Il y a les 80 km/h, vous avez raison. Il y a des millions de Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire le plein de leur voiture, qui sont obligés de limiter les déplacements alors qu'ils ont besoin de leur voiture. Je veux dire, il y a qu'Anne Hidalgo qui pense qu'on peut se déplacer en trottinette partout sur des pistes cyclables, mais il y a des gens dans les campagnes, ils ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour aller chercher les enfants, pour aller faire les courses. Il ne le reste plus que et d'ailleurs, il ne reste plus grand-chose à Anne Hidalgo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites oui, il y a une augmentation, c'est léger. Mais pour les gens, c'est important, pour les gens, c'est conséquent. Et nous, quand on vient leur dire, si on arrive au pouvoir, on va faire de l'énergie un produit de première nécessité. C'est-à-dire qu'on va baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants, l'essence, l'électricité, le gaz, le fioul. Et sur un plein, par exemple, d'essence, on va leur rendre 15 à 30 euros de pouvoir d'achat. Mais vous pouvez dire c'est léger, mais pour les gens, c'est beaucoup. Pour les gens, c'est considérable. Donc, moi, j'ai le sentiment que le président est complètement déconnecté, qu'il est complètement déconnecté de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, de ce qu'attendent les Français. Et c'est pas pour rien si Marine est arrivée en tête dans 22 000 communes, dans 2/3 des communes en France, on a mis Marine Le Pen en tête. Et c'est notamment dans des communes rurales, dans toute cette France qui est oubliée des politiques publiques. Et moi, ce qui m'a beaucoup choqué pendant le débat, c'est l'attitude d'Emmanuel Macron, complètement avachi au fond de son fauteuil. Non, on s'en fout pas, je suis désolé. On est président de la République. Se tenir correctement, c'est respecter le candidat qui est en face et c'est surtout respecter les millions de Français qui d'abord vous regardent. Non, on s'en fout pas de ça. Je suis désolé, moi ça me choque. Moi ça me choque parce que se comporter comme ça, ça veut dire qu'on respecte pas la personne qu'on a en face. J'irai pas jusqu'à l'accuser de sexisme, mais pourquoi lui a pas dit respecte pas et surtout les gens qui s'apprêtent à voter. Marine Le Pen pendant le débat en direct. Elle n'a rien dit. Parce qu'elle n'est pas maîtresse d'école. Elle n'est pas là. Elle aurait dû l'atomiser à ce moment-là. Mais quand elle se présente devant lui, elle se présente pas comme opposante qui vient porter une critique. Elle vient dire je suis une femme d'État, je veux être président de la République et voilà ce que je vais faire pour les Français. Et je vais même vous dire, si elle avait été trop agressive, vous auriez tous dit c'est comme en 2017, elle est trop agressive. Oui, mais Jordan, c'est lui qui avait un bilan. Il a été très malin. C'est lui qui l'a interrogé sur son programme. C'est vrai. C'est quand même formidable. Ah oui, c'est incroyable. Et puis Jordan, moi je dis la vérité, vous le savez, je ne prends jamais parti sur l'économie. Je suis désolé, moi de ce que j'ai vu quand même que le président, il connaissait quand même bien ses dossiers. Elle était éclatée. Il connaissait bien ses dossiers. Vous trouvez pas, Jordan, franchement, il connaissait bien ses dossiers, je suis désolé. On vote pas. Non, mais les deux sont pas candidats au grand oral de l'ENA. Oui, mais qui maîtrise le chiffrage sur les. On s'en fout. C'est important. Je veux dire, il y a Emmanuel Macron, il a fait le Mozart de la finance, 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. 600 milliards d'euros de dettes. Alors, le ministère des Comptes publics nous dit qu'il n'y a que 200 milliards. Non, le ministère des Comptes publics, ça vient pas. Ils ont dit 450 millions et 150 millions. Non. 250 milliards. C'est là qu'elle aurait dû atomiser. C'est là qu'elle aurait dû atomiser. Le ministère des Comptes publics, je parle sous votre contrôle parce qu'en plus, c'est vos chiffres. 250 milliards sur les 600 milliards sont imputables au Covid. Le reste, c'est de la mauvaise gestion. Alors, ils disent oui, c'est la sécurité. D'accord, mais c'est le budget de l'État. Donc, les types se sont présentés comme des experts, comme des cadors. Sauf qu'aujourd'hui, les Français, ils ressentent pas ça. Les Français, ils ont du mal aujourd'hui à payer les factures. Ils ont du mal aujourd'hui à remplir le plein de la voiture et ils n'y arrivent plus. Donc, on a fait du pouvoir d'achat un thème important de la campagne et on prend notamment cet engagement qui est de rendre 150 à 200 euros de pouvoir d'achat par mois aux Français. Oui, ça, c'était le début du débat, ça. Oui. Juste, Jordan Bardella, j'aimerais que Gabriel Attal vous réponde sur l'attitude qui a été énormément reprise d'Emmanuel Macron. Non, mais je vais répondre sur tout ce qui a été dit. Moi, je prends toujours le parti de ne pas interrompre mes adversaires dans les débats. Et donc, Jordan Bardella a parlé très longtemps. Et donc, je vais pouvoir rattraper. Là, vous avez le temps, là, Gabriel. Et surtout corriger beaucoup de bêtises et de mensonges qui ont été formulés. D'abord, sur la question de l'essence. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement des Gilets jaunes, il venait de loin. Il venait de probablement plusieurs années ou plusieurs décennies d'abandon de services publics dans beaucoup de territoires. Et oui, de sentiments pour beaucoup de Français, alors qu'ils bossent, de ne pas réussir à boucler les fins de mois. Il a été effectivement déclenché, c'est le couvercle qui a explosé à ce moment-là, par une taxe carbone qui devait augmenter. On a annulé cette hausse qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Ça, c'est sur le premier point. Ensuite, vous avez parlé des prix du carburant et vous avez rappelé la proposition qui est celle de Marine Le Pen de baisser la TVA pour répondre au coût du carburant. Nous, on est en désaccord absolu avec cette proposition. Pourquoi ? Parce qu'on a vu par le passé en France ce qui se passait quand on baissait massivement la TVA. On a un exemple, la TVA a été baissée massivement pour les restaurateurs, c'était en 2009. Est-ce que les Français ont vu sur leur facture quand ils vont au restaurant
une baisse des prix pour eux. Non. Ils peuvent y aller. Et donc la réalité, Jordan Bardella, c'est qu'avec votre proposition, c'est les marges des distributeurs de carburant qui augmenteraient. Les Français, ils verraient pas la différence. Les professionnels, les artisans, les commerçants, les chauffeurs de taxi qui travaillent, qui se font rembourser la TVA, ils verraient pas la différence pour eux puisqu'ils se la font rembourser. Donc nous, on est passé par un autre système qui est effectivement la ristourne à la pompe, parce que ça au moins vous en bénéficiez. C'est pas le distributeur qui se la met dans la poche. Et donc il y a cette baisse de 18 centimes au litre qui est complétée par beaucoup de distributeurs, 10 centimes en plus pour Total. Tout ça, ça fait bien plus que rendre la petite augmentation qu'il y avait eu en 2017 sur l'essence. Si c'est vrai, les chiffres sont là. C'est pour la première chose. Sur la question de la dette, c'est vrai que c'est un argument qui a été utilisé par Marine Le Pen pendant le débat. Emmanuel Macron lui a répondu, d'accord, mais l'essentiel, c'est le quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment sur le quoi qu'il en coûte? Vous auriez moins aidé les entreprises, du reste. Vous auriez moins aidé les restaurateurs, vous auriez moins aidé tous les salariés qui ont pu garder leur boulot grâce au chômage partiel, incapables de répondre. On n'a pas entendu sa réponse, on l'attend toujours. Donc la réalité, encore une fois, c'est que c'est facile de faire des critiques. C'est facile de dire que tout est mal, que tout ce qui est fait est mal, que tous les problèmes des Français sont de la responsabilité du président de la République. Mais quand on rentre dans le détail, quand on vous demande qu'est-ce que vous auriez fait différemment, qui vous auriez moins aidé, vous êtes incapable de répondre. Et les propositions que vous faites sur la TVA, elles font que si votre programme était appliqué, les Français, ils perdraient du pouvoir d'achat, notamment sur l'électricité aussi. La facture d'électricité, elle s'envole partout dans le monde parce qu'il y a une demande très forte et qu'on sait qu'il y a des tensions avec la guerre en Ukraine. Si on n'avait rien fait, au mois de février dernier, la facture moyenne des Français aurait dû augmenter entre 300 et 400 euros. Pour tous ceux qui nous regardent, on a fait le blocage des prix de l'électricité, ce qui fait que la facture moyenne, elle a augmenté de 40 euros parce qu'on a bloqué les prix. Si on n'avait pas fait le blocage des prix, mais qu'il y avait eu la baisse de la TVA, la facture, elle aurait augmenté de 150 à 200 euros. Tout ça, c'est juste du calcul de base. Parce que la réalité, c'est que c'est plus efficace que de bloquer les prix pour être sûr qu'ils n'augmentent pas, plutôt que de baisser la TVA, ce qui ne vous garantit pas que les prix vont continuer à augmenter. Alors, Mathieu, vous voulez dire super, tout ça, on l'a appris pendant le débat. Mais avant, moi, ce qui me choque, c'est qu'un programme, ça s'explique et ça ne se lit pas. Et, pardon, mais Emmanuel Macron n'a fait aucune campagne politique. Je suis d'accord avec Alain Duhamel qui a dit c'est la pire campagne de la Ve République. Il a fait un meeting, il a refusé tous les débats, il a refusé toutes les émissions, tous les face à Baba. Il a tout refusé. On a même eu le sentiment à un moment donné qu'il ne voulait pas y aller. On sait tous les présidents sortants de chaque élection. Il s'en foutait complètement. On a appris ses idées au débat. Avant, aucune idée. Ça change rien. Oui, vraiment, ça m'a choqué. Comment on peut faire une campagne aussi faible? Alors, il s'est caché derrière l'Ukraine. C'est formidable, l'Ukraine. Mais pardon, nous, on vit en France. Alors on est très touchés par ce qui se passe en Ukraine, mais nous ce qui nous intéresse, c'est les 5 années qui vont venir en France. Et il s'est caché derrière ça, et je trouve qu'il a fait une campagne qui était vraiment très très méprisante. Alors Gabriel peut vous répondre. Hein. Je ne vais pas revenir sur le sujet du timing. Moi je suis sûr que s'il avait déclaré sa candidature plus tôt, on lui aurait reproché en lui disant qu'il ne s'occupait pas des dossiers qui préoccupent les Français. C'est sur la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il s'est déplacé beaucoup sur le terrain. Qu'il a été à Foura, qu'il a été à Pau, qu'il a été à Poissy, il a fait énormément de déplacements. Quand il refuse de venir ici pour discuter avec des taxis, des gilets jaunes, des machins, pourquoi il fait ça? Vous avez dit qu'il n'a fait aucune émission, aucun débat. Si, il a fait des émissions, il a échangé avec des auditeurs, il a fait brut, on lui a mis des paroles pour les spectateurs. Il a fait des émissions où il avait gagné. Non, mais j'étais très content de le voir. Il a raison, il était très content de le voir dans C'est à vous. Bien sûr. Et j'adore, il a très bien fait ça. Mais C'est à vous, il savait qu'il n'allait rien se passer. C'est à vous, voilà, c'est pas Patrick Cohen qui va lui dire. Un gilet jaune et tout, on l'aurait même entendu. Enfin, Marine Le Pen, elle refuse le micro de quotidien. Donc il a fait des émissions avec des auditeurs qui l'ont interpellé. Il a fait brut avec des jeunes qui l'interpellaient via les réseaux sociaux. Il est sur le terrain, il se fait interpeller par des gens, y compris parfois il se fait bousculer. Donc arrêtez de dire, c'est le président qui a fait le grand débat national. Alors vous n'êtes pas content parce qu'il n'est pas venu à Face à Baba, je l'entends. Aucun candidat ne peut faire toutes les émissions. De toute façon, il faut faire des choix, vous ne pouvez pas tout faire. Et lui, encore moins, puisque par ailleurs, en plus d'être candidat, il est président de la République. Donc juste, il a des sommets internationaux, il a des conseils des ministres à présider. Marine Le Pen, elle n'a pas fait toutes les émissions non plus. Il y a des choix à faire. Le dernier mois, il n'est pas président, il est candidat. On va sortir les doses. Alors là, on est en désaccord. Heureusement qu'on a encore un président. Et les Français, ils attendent qu'on ait encore un président pour prendre des mesures pour les protéger et pour continuer à présider la République. Jordan Bardella. Il a été à Arras, il a été dans le Nord à Denain, pardon, il a été à Saint-Denis, mais il a surtout été hué en vérité. Et il a fait peu de déplacements, peu de campagne, parce qu'à chaque fois qu'il sort, il est hué par les Français qui n'en peuvent plus de sa politique. Maintenant, pour parler de la campagne d'entre-deux tours, il n'y a pas seulement Face à Baba. Il faut savoir que nous avons été sollicités par votre chaîne pour faire Face à Baba. On a accepté immédiatement et sans aucune condition, comme la dernière fois. On a été sollicité par France Télévisions pour faire une grande émission politique qui s'appelle Élysée 2022. Et on a été sollicité, par exemple, encore récemment par Le Parisien pour faire une interview. Il faut savoir que Le Parisien, comme c'est de la presse écrite, n'est pas soumise
aux mêmes égalités de temps de parole. Donc le Parisien peut faire juste un entretien de Marine Le Pen. Si Emmanuel Macron ne souhaite pas la faire, il n'y a pas de règle d'égalité qui s'applique. Emmanuel Macron a refusé de faire le Parisien. Le Parisien a annulé l'interview de Marine Le Pen qui devait sortir hier. C8, Emmanuel Macron n'a pas voulu la faire. On a dû annuler notre participation à l'émission. Élysée 2022, on devait faire cette émission. On a dû l'annuler parce que Emmanuel Macron n'a pas souhaité venir. Donc en vérité, il a tout fait pour confisquer le débat. Et moi, ça me pose un problème. Parce que, à la base, la France, c'est une démocratie. Et la France, avec Emmanuel Macron, ça ressemble de moins en moins à une démocratie. C'est-à-dire, quand on n'est pas d'accord avec vous, soit il n'y a pas de débat, soit c'est les LBD, soit c'est les insultes, le mépris, la violence. Et ne pas vouloir débattre, ne pas vouloir se confronter, c'est un manque de respect pour les Français. Et je me demande si Emmanuel Macron, il aime les Français. Parce que quand on se comporte comme ça, on vient dans une élection, on rend des comptes au peuple français. Et donc Emmanuel Macron, il n'a pas voulu d'une élection, il voulait être nommé, c'est nomination par tacite reconduction. Et ce principe-là, il me pose un problème et il dit beaucoup de la conception qu'a Emmanuel Macron de la démocratie et surtout de ce que vont être les 5 prochaines années s'il devait être réélu. Donc, profitez de la liberté d'expression tant que vous l'avez encore, c'est pas garanti que vous l'ayez encore pendant les 5 ans s'il devait être réélu par accident. Vous croyez même pas à ce que vous racontez et franchement, parler, donner des leçons de démocratie. Quand on a pour allié, pour référence au niveau mondial, Marine Le Pen, elle a été interrogée, c'était il y a quelques mois, elle a dit mes 2 références dans le monde, c'est Trump et c'est Poutine, mes 2 modèles. Elle part pas en vacances Trump, à Brégançon je vous ai pas avec interrompu, Vladimir Poutine. Elle a dit mes 2 modèles dans la vie, c'est Trump et Poutine. Non, pas du tout. Trump, il a fini en demandant à ses partisans d'aller envahir le Parlement, le Capitole. Poutine, il est en train de bombarder un pays parce que c'est une démocratie. Donc vous n'avez pas de leçon à donner sur la démocratie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, oui, le président a participé au plus d'émissions possibles qu'il pouvait. Il a participé d'ailleurs à une émission sur TF1 avec tous les candidats. On n'avait jamais vu un président de la République... Non, on peut parler de l'intimité de l'émission. Attendez, participer à une émission... Je vais là aussi révéler émission qui était la même que tous les autres candidats. Non, pas du tout. Vous êtes là à parler de n'importe quoi, parce que la réalité, c'est que vous ne voulez pas qu'on parle du fond, du bilan et du projet. Non, mais alors, c'est quoi l'histoire sur l'émission de TF1 ? Pareil, TF1, il devait y avoir un débat avec tous les candidats. Emmanuel Macron n'a pas souhaité débattre et donc l'émission s'est faite avec des entretiens à la suite les uns des autres. Donc ça pose un problème et toutes les chaînes ont voulu organiser autant de mensonges que vous voulez. Toutes les chaînes ont voulu organiser des débats et les débats n'ont pas pu se faire parce qu'Emmanuel Macron les a refusés. Donc je trouve que c'est vraiment un manque de respect pour les Français. Mais on peut parler du fond et des mesures, il y a aucun problème. Non, mais là on est vraiment sur un truc, vraiment on est sur la campagne. Donc vraiment on est sur les mesures et on les a vues encore jeudi. Non, juste après on peut comprendre aussi ce que dit Gabriel Attal et ce que vous dites. Gabriel Attal il dit c'est vrai qu'il a dû faire des choix. À un moment, c'est vrai qu'il a fait énormément de... Là, pendant 15 jours, il a fait... Non, mais et puis j'entendais Jordan Bardella dire qu'il a été hué, etc. Depuis le premier tour, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu 2 sortes de campagnes. On a vu Emmanuel Macron, qui a effectivement fait le choix, pour ses déplacements, d'aller dans les villes où il a fait ses moins bons scores et où plutôt le Front National ou Jean-Luc Mélenchon ont fait leur meilleur score. Il aurait dû aller dans une émission où il a fait les moins bons scores. Et attendez, et Marine Le Pen, elle a fait le choix d'aller dans les villes où elle faisait ses meilleurs scores, avec un quart de militants qui étaient là pour l'applaudir. C'était une campagne en chaussons, dans des halls d'hôtel, dans les villes qui lui étaient acquises. Et Emmanuel Macron, il allait se confronter, oui, à des difficultés. Ça fait 6 mois qu'elle est sur le terrain, sur les marchés, pendant que vous êtes à Paris, complètement déconnecté. Regardez les villes où elle a été, regardez les déplacements qu'elle a fait ces dernières semaines. Elle n'a pas pris de risque. Emmanuel Macron, c'est sa marque de fabrique. Il va face à des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Oui, pour essayer de les convaincre. Mais non. C'est ce qu'il a fait avec le grand débat national. Pourquoi vous n'avouez pas qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu faire face à Baba parce qu'il ne voulait pas être mis face à ses contradictions, face à des gilets jaunes, face à des gens qui étaient mécontents du traitement de la crise du Covid. Parce que l'argument de je n'ai pas le temps de faire toutes les émissions, quand on voit qu'il fait Brut, qu'il fait Bouscapé, c'est très bien, qui est un site spécialisé dans le rap, mais l'argument de je n'ai pas le temps. Non, mais bien sûr, c'est super. Mais il peut faire face à Baba qui fait 2 millions de téléspectateurs. Là, il fait des médias confidentiels où il va être bien traité, on va le brosser dans le sens du poil. Donc l'argument de je n'ai pas le temps, il ne tient pas la route. Est-ce qu'il avait besoin... J'appelle pas ça un média confidentiel. Après, vous défendez vous défendez votre émission. Oui, c'est pas que ça soit un média confidentiel. Je ne sais pas si vous avez regardé l'interview devant Brut. L'interview à Brut, je peux vous dire qu'il a été mis face à des questions qui étaient très difficiles. Mais ça a beaucoup moins d'impact que face à Baba. C'est sûr. Mais du coup, pourquoi il n'a pas fait face à Baba ? Parce qu'on vous a pas posé la question. Mais non, mais c'est pas Gabriel Attal. Vous n'avez pas discuté avec lui, À un moment, vous devez faire des choix. Quand tous les candidats doivent faire des choix, aucun ne peut faire toutes les émissions. Et en plus, lui, il est président de la République. Il va dans des sommets internationaux. Il préside le Conseil des ministres. Moi, je peux vous dire mon sentiment. Moi, mon sentiment. Je pense sincèrement qu'il n'avait pas besoin de faire face à Baba et que il s'est dit si je fais ça face à Baba, Marine Le Pen va faire face à Baba. Et que est-ce que le bénéfice va être aussi important que si voilà. Non, mais c'est vrai. Et vous voulez que je vous dise, j'aurais fait pareil. Franchement, et je l'ai déjà dit ici, j'aurais fait pareil. Je vois les sondages, je dis franchement, je suis à 27, 28, face à Baba, c'est un risque, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas le faire. Je veux dire pourquoi il n'a pas fait face à Baba, et ça c'est ma conviction, on va peut-être pas être d'accord,
mais parce que Marine Le Pen l'aurait fait, ça aurait été très bien comme la dernière fois. Et je vais vous dire, quand elle a fait Face à Baba, il y a eu un avant, il y a eu un après. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu dans cette émission, et d'ailleurs, je vous rends hommage parce que je pense que c'était l'une des meilleures émissions politiques de la campagne, et je pense qu'elle n'a rien à envier aux émissions plus traditionnelles, mais qui permettent de se confronter, d'aborder la politique simplement, et surtout de confronter le candidat à la présidentielle à des Français, à des gens, à des infirmiers, à des policiers, à des gens qui viennent d'horizons divers, à des opposants politiques. Là où c'est vrai que Marine Le Pen a été très bonne. Elle a été très bonne parce qu'elle a fait une campagne de terrain, parce qu'elle a fait une campagne sur le quotidien des Français, parce qu'elle a parlé de la santé, qu'elle a parlé aux infirmiers, qu'elle a parlé des déserts médicaux, qu'elle a parlé de la sécurité, qu'elle a parlé pour faire des propositions et des propositions crédibles. Parce qu'elle fait des propositions, on n'est peut-être pas en accord sur les propositions, mais vous ne pouvez pas dire qu'elle ne fait pas de propositions. Il y a un sondage qui disait que 50% des Français, je crois, trouvaient que Marine Le Pen faisait la meilleure campagne. Et d'ailleurs, même ici, je pense que si on met une urne ici, vous votez pas massivement pour Marine Le Pen, mais quoi qu'après on ne sait pas, mais vous avez tous dit à plusieurs reprises qu'elle faisait une bonne... Mais le dites pas parce que vous allez vous faire sortir de l'antenne. Mais en vérité, si Marine Le Pen a été qualifiée au second tour, c'est parce que les Français ont vu qu'elle parlait d'eux, elle parlait de leur quotidien, qu'elle leur apportait des réponses et surtout qu'elle pouvait battre Emmanuel Macron le 24 avril. On ne voit plus les compteurs là sur la parole. Merci Gabriel qui est producteur en plus d'émission. Gabriel Attal. C'est vrai, c'est important. Non, mais c'est intéressant de savoir ce que Gabriel, moi je vais vous dire, et je le dis parce qu'il y a plein de gens, je dis des choses. Il y a plein de gens sur les réseaux. Par contre, il y a mon compteur qui tourne. Alors c'est moi qui parle. Je ne suis pas Gabriel Attal. C'est pour ça qu'on est à qualité, c'est que mon compteur tourne alors que je ne parle pas. Et les mecs, je ne suis pas Gabriel Attal. Là, c'est à nous. Non. Je veux dire, il y a plein de gens qui m'ont. Je vous raconte qu'ils m'ont envoyé des SMS, qui m'ont sur les réseaux, je vois des gens qui me laissent des mots, qui me disent oui, pourquoi, est-ce que tu es fâché après le président, après la République en marche qui ne sont pas venus face à Baba. Alors je vais vous dire, moi je ne suis fâché après personne, chacun fait ce qu'il veut. Moi quand j'ai pas envie d'aller dans une émission ou quand je sens pas un truc ou quand je me dis j'ai pas le besoin d'y aller, franchement j'y vais pas. Et c'est pas pour ça que je vais me fâcher avec les personnes. Chacun fait ce qu'il veut et j'ai vraiment aucune amertume et je suis très content qu'il soit allé dans cet abou, je suis très content pour eux, qu'il ait fait Magali Berda, qu'il ait fait Brut. C'est vraiment, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, je le dis, il y a de la place pour tout le monde dans cette campagne, il y avait de la place pour tout le monde. Donc j'ai vraiment aucun problème. S'il y a plein de gens qui essaient de me chauffer sur les réseaux pour que je m'énerve un peu, mais je vais vous dire, franchement, chacun fait ce qu'il veut. Et quand les gens ne sont pas obligés de venir. Voilà, Marine Le Pen a bien voulu venir, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, ils sont venus, ils ont voulu venir, et puis ils ont fait. Jean-Luc Mélenchon, c'était un moment peut-être aussi où il avait besoin aussi de face à Baba. Moi aussi, j'avais besoin de lui. Donc c'est vrai que Éric Zemmour, c'est le premier qui est venu. Et c'est vrai que c'était un moment où on parlait énormément de lui. Donc forcément, on s'est dit, pour nous, c'est une opportunité parce qu'on parlait énormément de lui. Donc c'est vrai qu'on a vu un bon timing avec chaque candidat. Et on aurait aimé avoir le président de la République, Emmanuel Macron, avec nous dans Face à Baba. Maintenant, il n'est pas venu. Puis Face à Baba ne s'arrête pas. On ne sait jamais. Voilà, peut-être qu'on refera un Face à Baba plus tard, puisque ça va continuer. Vous avez un petit peu de retard, Gabriel. Donc si vous avez... Non, mais j'ai rien à dire. Allez-y. Non, mais allez-y. Non, sinon, sur dimanche, moi j'ai une dernière question à vous poser tous les deux. Ah, c'est la fin, là. Ouais. Bientôt. Non. On a parlé quasiment que d'émissions. Non, mais parce que je vais vous dire. Pas de fond. Non, mais parce que le fond, je vous le dis, le fond. Vous en avez parlé, et le président et Marine Le Pen ils en ont parlé mercredi longuement. Justement, vous, si vous aviez un truc à dire aux Français aujourd'hui sur le projet d'Emmanuel Macron et vous, Jordan Bardella, sur le projet de Marine Le Pen, qu'est-ce que vous leur diriez face à la caméra, comme ont pu faire les deux candidats mercredi soir? Voilà, si vous deviez résumer le projet d'Emmanuel Macron et vous, le projet de Marine Le Pen. Moi, je dirais que c'est un projet qui agit pour l'indépendance de notre pays et l'indépendance des Français. Parce qu'on ne veut pas être soumis à l'étranger, on ne veut pas dépendre de l'étranger pour se chauffer, pour se déplacer, pour travailler, pour s'informer, pour se défendre. Et que ça passe par une Europe plus forte, ça passe par des investissements massifs pour le travail des Français. On a un bilan là-dessus, taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Pour le pouvoir d'achat, on a fait des choses, il faut continuer, il faut aller plus loin. Et aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je dirais ensuite aux Français, parce qu'il y en a certains qui nous regardent, qui hésitent peut-être à aller voter dimanche, qui hésitent à s'abstenir, qui avaient peut-être voté pour un autre candidat. Je leur dirais que dimanche à 20h, qu'ils aillent voter ou non, il y a un visage qui apparaîtra sur les écrans. Et que ça peut être le visage de l'extrême droite. Et que ce n'est pas la même chose de voter pour un candidat qui est fidèle à nos valeurs, celles de la République, qui est fidèle à, je pense, des objectifs que partagent une grande majorité de Français et une candidate qui veut s'en éloigner. Et que la réalité, c'est que si Marine Le Pen était élue présidente de la République, la France sortirait de l'Union européenne.
Et c'est nos jeunes qui veulent faire un Erasmus, qui ne pourraient plus le faire. C'est tous les gens qui travaillent dans des secteurs qui sont très liés au tourisme ou qui sont liés aux exportations qui se retrouveraient pénalisés. Si Marine Le Pen est élue, il n'y aura rien pour l'environnement. Elle veut même enlever les éoliennes qui sont en France. Ça veut dire qu'on va rouvrir des centrales à charbon, c'est-à-dire qu'on va importer plus de pétrole, plus de gaz. Si Marine Le Pen est élue, ce n'est pas les valeurs de la République qui seront défendues. Parce que sa priorité, c'est de demander aux policiers d'aller courser les femmes qui portent le voile pour leur retirer leur voile ou pour les verbaliser. C'est dans ses propositions. Parce que sa priorité, c'est de dire à des enfants, à des jeunes qui sont nés en France, qui vont devoir être expulsés de leur logement social parce que leurs parents ne sont pas français. Et le soleil ne se lèvera plus. Non, c'est dans le programme. Il va y avoir des avalanches, des tsunamis. Ça va être horrible. Vous réagissez comme ça pour disqualifier. Le jour ne se lèvera plus jamais. Vous réagissez comme ça pour disqualifier. Moi, je ne vous ai pas interrompu, mais dans le programme de Marine Le Pen, il y a une mesure qui s'appelle la priorité nationale, page 9 dans son livret famille. Elle dit on va pouvoir libérer 620 000 logements sociaux dans lesquels il y a des familles étrangères en les expulsant pour les redonner à des familles françaises. Non. Évidemment, si, c'est écrit page 9 dans le livret famille. On va sortir des gens. On va libérer rapidement ces logements dans lesquels il y a des familles étrangères, des étrangers qui sont là en situation régulière, qui travaillent, qui ont des enfants qui sont nés en France. Vous voulez les sortir de leur logement. C'est ça votre programme. C'est pas les valeurs de la République. Et nous, on défend les valeurs de la République. Jordan Bardella. Je pense qu'il ne leur reste que la peur, la caricature et une forme d'anathème aussi, parce que d'aller dire que Marine Le Pen est extrimiste, ça veut dire qu'en fait on insulte des millions de Français qui s'apprêtent à voter pour elle. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc je pense, moi ce que je veux dire, au lieu d'expliquer que le soleil ne se lèvera plus si nous sommes élus, je pense que j'ai dit non plus, j'ai donné. Mais répondez sur le fond. Les Français connaissent bien maintenant Marine Le Pen, ça fait 20 ans qu'elle les défend, et je pense que même les gens qui sont en désaccord avec elle peuvent lui accorder cette sincérité. Évidemment qu'il n'y a rien de tout cela, que si elle est élue, elle sera la présidente de tous les Français. Il n'y a pas la priorité nationale. Et je vais vous répondre. Moi, je veux dire aux Français qui nous écoutent d'abord d'aller voter, parce que s'ils ne vont pas à la politique dimanche, c'est la politique qui va venir à eux pour les 5 prochaines années. Et je veux juste leur dire, soyez libres. N'écoutez pas les marchands de peur qui tentent de sauver leur poste en vous faisant peur, en essayant d'effrayer les Français. Ça fait des années que vous subissez les mêmes politiques, des années que pendant les entre-deux-tours, on essaie de vous faire peur, de vous manipuler. Dimanche, dans l'isoloir, vous serez libre de votre vote et libre de votre choix. Vous refusez de répondre sur le fond. Je vais vous dire, moi, comme beaucoup de Français, vous dites qu'il va vous faire peur, mais répondez sur les propositions. Je vais vous dire, moi, je suis inquiet de la réélection d'Emmanuel Macron dimanche, si ça devait se produire. Parce que je sais que ça va être 5 ans de saccage social, parce que vous voulez faire travailler des Français jusqu'à 65 ans, des millions de Français qui ne pourront pas travailler jusqu'à 65 ans. Parce que sur les impôts, sur la fiscalité, sur les taxes, sur les carburants, sur la baisse des appels pour les jeunes que vous avez fait, vous allez prendre des décisions difficiles, on a supprimé la taxe d'habitation pour 80% des Français. Et je pense que le véritable extrémisme tel qu'il a été conduit depuis 5 ans, c'est Emmanuel Macron. Donc je veux dire aux Français, tout ça, c'est pas une fatalité. On peut faire différemment de tout ce qui vous est imposé depuis 30 ans dans notre pays. On peut vous redonner du pouvoir d'achat, on peut baisser les impôts, on peut exonérer les jeunes d'impôts sur le revenu, on peut doubler les aides aux familles monoparentales et aux mères de famille qui sont de plus en plus seules et isolées, qui sont parfois obligées de cumuler plusieurs jobs. Donc n'écoutez pas avec de l'argent magique qui pousse sur les arbres. Non, pas avec de l'argent magique, mais juste avec des choix politiques. Et donc à la fin, avec une augmentation d'impôts pour financer ces propositions, vous n'êtes pas capable de financer. 3 secondes, comme ça vous allez exactement. Non, il faut qu'ils répondent sur la priorité nationale et sur le voile, parce qu'ils ne peuvent pas répondre sur le caricatures. Non, mais ils sont. Juste sur ça, il a raison, Gabriel. J'aimerais bien voir là. Non, mais c'est important. On ne va pas expulser les gens. Je vais vous répondre sur ce point. C'est vrai que sur ce point-là, c'est important. Je vais vous répondre très clairement. On défend la priorité nationale. C'est-à-dire qu'on veut que dans les logements, on ne va pas expulser les gens des logements. Arrêtez de raconter. Il y a marqué libérer rapidement des logements, 620 000 logements dans lesquels il y a des familles étrangères. Je vais vous répondre. C'est nos soignants, c'est des soignants étrangers, des caissières qui travaillent et qui ont un logement social. Calmez-vous. Qui ont des enfants nés en France. Très bien se passer. Je suis très calme. Non, vous n'êtes pas très calme. Vous êtes excité. Vous êtes fébrile. Vous expliquez des trucs délirants. Donc je vais vous dire. Je vais vous expliquer. Je suis un peu énervé sur cette proposition. Mais oui, je vois bien. Mais je vais vous expliquer. C'est la division profonde des Français. Vous êtes énervé à tort. Je vais vous expliquer. Ce qu'on souhaite faire, c'est que on souhaite instaurer dans la Constitution la priorité nationale. C'est-à-dire qu'on souhaite que dans l'accès à l'emploi ou dans l'accès au logement, à compétences et à situation égale, les citoyens français, citoyens sans aucune distinction, aient une priorité d'accès. C'est-à-dire qu'on souhaite par exemple que dans les nouveaux logements sociaux, les citoyens français aient une priorité d'accès dans les dossiers qui sont choisis par rapport aux gens qui viennent de l'étranger. Pourquoi ? Parce que le logement, le HLM, c'est une aide sociale et que ce sont les Français qui cotisent à cette aide sociale. Et il y a beaucoup de familles françaises, des familles pauvres, qui vivent dans les campagnes, qui vivent dans la Creuse, qui vivent dans le Cantal, qui n'ont pas accès
auraient aux mêmes aides qu'ailleurs et qui souhaiteraient pouvoir bénéficier d'un logement, le temps de pouvoir aller mieux, le temps de pouvoir gagner plus. Donc on dit juste cela et c'est une aide qui vise, c'est vrai, à dire aux Français, bah, vous n'avez qu'une maison, donc vous serez prioritaire dans votre pays. C'est les 620 000 dont vous dites que vous allez les libérer rapidement parce qu'il y a des étrangers dedans. Je rappelle que les étrangers, c'est des soignants, des aides-soignantes, des infirmières qui sont étrangères qui travaillent. C'est des caissières, c'est des gens qui travaillent pour les Français. Vous les avez beaucoup malmenés, les infirmières. Non mais juste, répondez. Ils sont où les 620 000 logements? Il n'y a pas marqué qu'on va expulser les gens. Il y a marqué que vous allez libérer rapidement 620 000 logements parce qu'il y a des familles. Donc c'est 620 000 logements. Ça, Page 9, dans le livret famille, les gens qui nous regardent peuvent regarder. On va regarder. Je vais vous dire, vous ferez croire. Je pense qu'il n'y a pas un Français dans la rue qui pense que Marine Le Pen est extrémiste ou qu'elle est d'extrême droite. En fait, sur les plateaux télé, ça dit tout sauf Le Pen, sauf que dans la rue, ça dit tout sauf Macron. Et ensuite, juste pour vous répondre sur le financement du logement social, comment est-ce qu'il est financé, le logement social? Qui finance la construction de logements sociaux? Il est financé par les Français qui travaillent. Il est financé par qui? Par un dispositif qui s'appelle Action Logement. Qui finance Action Logement? Il est financé par les loyers qui sont payés par les gens qui sont dans les logements sociaux. Donc les étrangers qui sont dans un logement social, ils payent un loyer. Ce loyer, il finance la construction de nouveaux logements sociaux. Et donc arrêtez de dire que les étrangers sont ceux qui bénéficient sans cotiser et sans payer. C'est pas vrai. On n'est peut-être pas d'accord là-dessus, mais la priorité nationale, elle existe. Quand dans la fonction publique, il faut avoir la carte d'identité française pour se présenter au concours, ça existe. Quand dans les élections, par exemple, il faut avoir la carte d'identité française pour se présenter au bureau de vote, ça existe aussi. Eh bien, on souhaite que dans le logement, pardon, je l'assume, les familles françaises, sans aucune autre distinction, aient une priorité d'accès au logement. Pardon, je l'assume, et je pense que beaucoup de Français ne dites toujours pas où vous sortez les 620 000 rapidement, et deux, sur le voile. On va laisser Gabriel Attal terminer parce qu'il est en retard. Et après sur le fait que vous allez demander à nos policiers, qui ont quand même mieux à faire pour la sécurité des Français, c'est pour ça qu'on a recréé 10 000 postes, qu'on les paye mieux, qu'on a renouvelé leurs voitures, qu'on rénove les commissariats, ils ont mieux à faire pour les Français, c'est-à-dire aller traquer la délinquance, les voyous, les dealers de drogue, plutôt que, comme le propose le Rassemblement national, aller traquer les femmes voilées pour leur demander de retirer leur voile ou les verbaliser parce qu'elles portent le voile. C'est ça aussi vos propositions. Est-ce que vous mettrez en œuvre si Marine Le Pen était élue? Ça s'appelle pas rassembler les Français, ça s'appelle les diviser en raison de leur religion. C'est exactement l'inverse de nos valeurs et je crois des valeurs d'une grande majorité des Français qui voudront éviter ce genre de projet terrible en allant voter dimanche. Donc vous, merci. Non, juste un mot. Seconde, vraiment. Vous qui avez enfermé 48 millions de Français pendant le Covid et qui avez été contrôlé, demandé à la police républicaine d'aller contrôler les attestations sur un papier, vous venez me dire on ne pourra pas appliquer la loi? C'est une maladie l'islam pour vous? Il y avait une maladie. Et donc oui, on a contrôlé pendant un temps restreint, que les gens portaient leur masque. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut dorénavant que la France devienne le seul pays au monde qui interdit le voile dans l'espace public et que nos policiers aillent traquer dans la rue. Oui, dans l'école, parce qu'on forme des consciences. Et donc là, parce que c'est des jeunes filles qui ne savent pas encore si elles veulent décider ou pas de le porter. Et donc dans la rue, on serait le seul pays au monde où les policiers, quand il y a une femme voilée, iraient les voir en leur disant « je vous mets une amende, vous retirez votre voile immédiatement et je vous mets une amende ». C'est ça la priorité pour nos policiers. Vous voulez que je vous rappelle ce que dit Emmanuel Macron du voile? Merci à vous. En disant que c'est contraire à la civilité française. Jean-Michel Blanquer qui dit qu'il n'est pas souhaitable dans le dossier, donc on pourrait en parler des heures. Mais juste fuyez les caricatures et allez lire ce qu'on propose. Merci Gabriel Attal, merci d'avoir été là. Merci Jordan Bardella.